Salam alaikum. Alors, je suis connectée depuis tout à l'heure sur mon laptop et je n'ai pas reçu vos demandes de connexion. C'est uniquement en activant la réunion sur mon téléphone, je reçois les invitations. Je reçois plutôt les demandes d'acceptation. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, je suis obligée de faire le TD avec mon téléphone. Alors, donc, l'autre fois, on avait fait... Donc, on avait terminé avec l'exercice avec les courbes Hadoop. C'est ça, normalement. Alors, maintenant... on passe à l'exercice suivant, qui est le 5e exercice sur l'importance de la maintenance du logiciel. Vous m'entendez, j'espère? Logiciel. D'accord, donc on construit le logiciel, on suit pour cela un processus bien déterminé. Et après cela, donc, le logiciel sera livré et il sera exploité par l'utilisateur. Une fois que le logiciel est mis en exploitation, donc, il est soumis à être maintenu pour une raison ou une autre. Donc, par exemple, pour corriger une erreur, ou bien pour ajouter des fonctionnalités, ou bien pour adapter à de nouvelles contraintes, etc. Alors, donc des études ont été faites sur ces différents types de maintenance, d'accord? Donc, cela est donné par le schéma suivant. Donc, on a des différents types de maintenance avec des pourcentages. Donc, par exemple, la préventive, c'est 4%, adaptative, c'est 25%, corrective, 21%, et la prospective, c'est 50%. La première question, d'après le schéma, quels sont les types de maintenance considérés et quelle est sa signification? Donc, qui peut me donner une explication? Quels sont les types considérés de maintenance et quelle est sa signification, la signification de ce schéma? Madame, oui. Premièrement, c'est la maintenance perfective, c'est tous les changements faits sur un système afin de satisfaire aux besoins de l'utilisateur. Donc, toutes les demandes des utilisateurs sont de ce type. Bien.
Très bien. Donc, vous me dites que une maintenance perfective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de changer le logiciel, d'accord, de modifier le logiciel, pardon, pour qu'il soit adapté aux besoins des utilisateurs. D'accord? Donc, un logiciel est créé et après qu'il est utilisé, donc la durée de son utilisation, donc je ne peux pas utiliser un logiciel. Donc, en général, un logiciel est utilisé pour des années, d'accord. Et au fil de ces années-là, donc les besoins des utilisateurs donc peuvent changer, peuvent évoluer. Donc, pour que mon logiciel reste compétitif, pour qu'il reste encore utile pour les utilisateurs, donc il faut que j'essaie de le faire évoluer, d'accord, afin de suivre les besoins des utilisateurs, les nouveaux besoins des utilisateurs, d'accord. Parce que si par exemple je développe un logiciel pour une société, je développe aujourd'hui un logiciel pour une société qui compte 20 employés par exemple, donc cette société va évoluer par exemple dans 5 ans. En 5 ans, elle va compter 100 employés. Donc là, il faut que et cette société-là, puisqu'elle elle a grandi, donc il faut que, donc automatiquement et logiquement, ses besoins vont évoluer. Donc elle aura besoin d'autres fonctionnalités. Donc il serait bien de faire évoluer le logiciel, d'accord, pour suivre l'évolution de cette entreprise-là, d'accord, pour ne pas perdre ce client qui est l'entreprise. Donc, on essaie de faire évoluer le logiciel pour suivre l'évolution de l'entreprise. D'accord? Donc, ici, ce pourcentage-là qui est donné 50%, c'est une étude qui a été faite par les chercheurs. Ils ont fait une étude sur différents logiciels, sur différents produits logiciels, d'accord, au fil des années. Et ils ont fait une étude sur les types de maintenance entrepris sur les logiciels. D'accord? Ils ont trouvé que lors de la vie des logiciels, d'accord, lors de la mise en exploitation des logiciels, donc 50% des maintenances qui ont été faites sont des maintenances perfectives, sont des maintenances qui essayent de faire évoluer les logiciels. D'accord? Donc, 50% des maintenances effectuées sur les différents logiciels à travers le monde, donc 50% sont des maintenances de type effectif, de type perfectif. D'accord? Maintenant, on nous dit aussi qu'il y a 25% des maintenances sont des maintenances adaptatives. Ça veut dire quoi, les maintenances adaptatives? C'est quoi une maintenance adaptative? Pour s'adapter aux différents besoins des entreprises, si ces besoins-là ont changé. Ce n'est pas les besoins qui ont changé, mais plutôt il y a des contraintes. Parce que si les besoins ont changé, donc on est obligé de faire quoi? De faire évoluer le logiciel, mais en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, et cela va influencer l'architecture du logiciel. D'accord? On va toucher à l'architecture du logiciel pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est une maintenance plutôt perfective. D'accord? Mais la maintenance adaptative, c'est une maintenance qui sert à adapter le logiciel à de nouvelles contraintes. Par exemple, un changement de la monnaie, par exemple, un changement d'une loi fiscale, etc. D'accord? Donc, ces changements-là impliquent une adaptation du logiciel et non pas c'est pas une modification profonde sur l'architecture du logiciel, mais plutôt c'est juste le fait de faire des adaptations par rapport à un environnement donné. D'accord?
Donc, c'est pas, on va pas vraiment affecter l'architecture du logiciel, mais plutôt, on va juste modifier quelques points dans le logiciel afin qu'il s'adapte à une nouvelle plateforme, par exemple, d'accord, un nouveau mode d'affichage, etc. D'accord. Donc, 25% des maintenances qui ont été faites sur les logiciels sont des maintenances adaptatives. OK. Maintenant, un autre pourcentage, on nous dit aussi que la maintenance corrective compte 21%. C'est quoi une maintenance corrective? Oui. Fixe les différents bugs d'un système signalés par le client. Oui. Donc, on ne peut pas produire un logiciel qui soit parfait. Un logiciel parfait n'existe pas. D'accord? Donc, à un moment ou à un autre, il y aura des bugs, des erreurs qui vont apparaître. Ces erreurs-là, on n'a pas pu les détecter lors des tests. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tester sur tous les cas. Parce que déjà, le test va prendre du temps et de l'argent aussi. D'accord? Donc, on choisit généralement un ensemble, un jeu de test qui soit le plus complet possible, qui représente le plus de cas possible. D'accord? Et on essaie de tester le logiciel sur ce jeu de test-là. Et en général, on ne peut pas tester sur tous les cas possibles. Donc, il y aura certainement des erreurs qui sont découvertes par les clients, par les utilisateurs du logiciel. Une fois une erreur est détectée, donc il faut la corriger, bien sûr. Donc, on fait ce qu'on appelle une maintenance corrective qui permet de corriger des bugs, des erreurs détectées dans le logiciel. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ça, c'est Windows, par exemple. Donc, on voit que, donc on constate que au fil des années, Windows, il y a toujours, donc une année, 2 ans, il y a une nouvelle version qui apparaît. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont offertes, qu'il y a l'ergonomie est améliorée, etc. Mais généralement, les mises à jour sont faites pour corriger les bugs qui sont détectés par les utilisateurs. Donc on essaye, parce que c'est commercial, donc on essaye de masquer ces différentes corrections en offrant de nouvelles fonctionnalités, en offrant une meilleure interface, d'accord? Mais la vérité, donc la réalité est que le logiciel le Windows lui-même a été corrigé parce que les utilisateurs ont découvert qu'il existe. D'accord? Donc, 21% des maintenances qui sont faites sont des maintenances correctes. D'accord? Aussi, un autre type de maintenance dont on n'a pas parlé en cours, c'est la maintenance préventive. D'accord? Et on remarque que pour cette maintenance, il n'y a que 4% des maintenances sont des maintenances perfectives. Alors, s'il vous plaît, je n'arrive pas à lire le chat sur mon téléphone. Est-ce que vous pouvez parler directement? Madame, la maintenance préventive, elle est exécutée afin d'empêcher des problèmes avant qu'ils surviennent. Par exemple, dans un système aéronautique. Donc, il faut éviter les problèmes avant qu'ils surviennent. Très bien. Alors, une maintenance préventive, c'est quoi? C'est une maintenance qui sert à prévoir des problèmes. Donc, c'est un type de gestion de risque. D'accord? Donc, on essaye de prévoir les bugs, les problèmes qui peuvent survenir, et on essaye d'anticiper, d'accord, les solutions. Donc, on essaye de proposer des solutions avant de tomber dans ces problèmes-là.
Par exemple, je vais vous donner un exemple du bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, donc avant l'an 2000, la majorité des systèmes informatiques, la date, l'année, était codée sur 2 caractères seulement pour gagner de l'espace. Mais en arrivant à l'an 2000, donc ça a affiché 00. Donc pour l'ordinateur, c'est 1900 et non pas l'an 2000. Donc ça a causé le plantage de plusieurs systèmes, surtout aux États-Unis. D'accord? Et on aurait pu éviter cela. D'accord? Si on avait fait une étude sur les risques, d'accord, qu'on peut rencontrer, donc on aurait détecté qu'il était possible d'avoir ce problème-là. D'accord? Donc, la maintenance préventive sert à faire quoi? Sert à prévenir, d'accord, des problèmes et essayer de proposer des solutions, d'accord, à ces problèmes-là avant qu'ils surviennent. Là, on remarque que 4% seulement des maintenances sont des maintenances préventives. Pourquoi? C'est à cause du coût. Parce que le coût de ces maintenances-là est très cher. Parce qu'on fait des études sur des problèmes qui peuvent survenir. Ce n'est pas des problèmes réels, mais on fait des études sur des problèmes qui peuvent survenir et ça peut consommer beaucoup d'argent. C'est pour ça que les développeurs en général, ceux qui travaillent sur le logiciel, donc évitent de faire ce type de maintenance, d'accord, donc faute de budget. D'accord? Donc, c'est en général les 4 types de maintenance présents sur le marché, sur le monde du logiciel. Donc, on a dit que c'est la maintenance perfective. Donc, la majorité des maintenances qui ont été effectuées sont des maintenances perfectives. Il y a des maintenances correctives, adaptatives et préventives. D'accord? Maintenant, deuxième question. Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, troisième question. Sur un même produit logiciel, pensez-vous qu'il soit possible d'opérer plus d'un type de maintenance? Donc, est-ce qu'il est possible d'effectuer plusieurs types de maintenance sur un même logiciel? Oui, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. On peut faire de la maintenance corrective et en même temps de la maintenance perfective. Oui, on peut par exemple détecter, pour un logiciel donné, détecter à un moment X un bug, on le corrige. Et après un certain moment, les besoins changent et on peut opérer aussi une maintenance perfective. Et puis après un certain moment, il y a un changement, par exemple, d'une loi fiscale. On est obligé d'adapter le logiciel à cette nouvelle loi. Et là, on opère un autre type de maintenance, la maintenance adaptative. Donc, sur un même logiciel, durant sa durée de vie, peut subir plusieurs types de maintenance. D'accord? Donc, si je fais une maintenance corrective sur un logiciel donné, donc ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire une maintenance sur ce logiciel-là, parce que là, c'est bon. J'ai fait une maintenance corrective, donc je me dis, il faut plus travailler sur, donc il faut plus revoir le logiciel. Donc c'est bon, j'ai corrigé toutes les erreurs. Non. Donc un logiciel, pour qu'il soit toujours compétitif, pour garder mon logiciel toujours compétitif, pour que je garde la valeur de mon logiciel, d'accord? Donc il faut que je veille à ce que mon logiciel soit toujours perfectionné. Donc et s'il y a des erreurs, il faut que je les corrige. S'il y a des adaptations à faire, donc il faut que les faire aussi. S'il y a de nouveaux besoins qui impliquent l'introduction de nouvelles fonctionnalités, il faut que je fasse ça aussi. Donc il faut que toujours essayer de garder mon logiciel compétitif sur le marché. Ainsi, je ne vais pas perdre, je ne perds pas mes clients. D'accord? Donc, il faut que je reste. Donc, le logiciel, il faut toujours maintenir le logiciel, d'accord, en effectuant les différents types de maintenance afin de garder mon logiciel
compétitif afin qu'il soit toujours utile aux utilisateurs donc, j'essaie de rester toujours compétitif sur le marché, d'offrir les meilleures solutions possibles. D'accord? Maintenant, on voit que la maintenance. Donc, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Non. Non. OK. Maintenant, on passe au 6e exercice. D'accord? C'est analyse d'un système, la pompe à insuline. Une pompe à insuline est un appareil médical que l'on place sur une partie du corps d'un malade diabétique, soit sur le bras, les cuisses, la cuisse, la jambe, etc. Donc, afin de contrôler la glycémie et injecter la quantité appropriée d'insuline dans le corps du patient de manière automatique. Les figures 1 et 2 illustrent respectivement un modèle de pompe ainsi que le principe général de son fonctionnement. Donc, vous avez à gauche l'appareil qui est la pompe à insuline et puis à droite, vous avez le principe de fonctionnement. Donc, vous avez premièrement une mesure, donc on mesure périodiquement le glucose présent dans le sang du patient. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un algorithme de contrôle. Donc, le but de l'algorithme de contrôle, c'est quoi? C'est de comparer la valeur détectée, d'accord, la valeur de glucose détectée avec un certain taux, par exemple 1,30 par exemple. Si on trouve que le taux détecté est supérieur à 1,30, donc on passe à l'étape suivante qui est l'administration d'insuline. D'accord? Donc, on injecte de l'insuline dans le corps du patient. Sinon, si le taux de glycémie est inférieur à 1,30, donc je ne fais rien du tout. D'accord? Et ensuite, après bien sûr, administration d'insuline, il y a une variation de la glycémie. Pourquoi? Parce que en injectant de l'insuline, donc il y a une baisse du taux de glucose dans le sang du patient. D'accord? Donc, à figure 3, il y a les détails des composants de la pompe. Donc, il y a premièrement un écran d'affichage, bien sûr, qui affiche par exemple l'heure, il affiche le taux détecté. D'accord? Il y a aussi un moteur de la pompe, d'accord, qui sert par exemple à faire les administrations d'insuline. Il y a des boutons de commande et de réglage. Il y a des piles, bien sûr. Il y a une zone d'insertion des cartouches, d'accord. Et puis, il y a un système d'entraînement du piston, d'accord. Et puis, il y a aussi le piston, d'accord, qui sert à injecter de l'insuline. D'accord. Comme on peut le deviner, la pompe est un système composé d'une partie matérielle, hard, une partie logicielle, soft. Et comme le montre la figure 3. Donc, première question, de quel type de système s'agit-il ici? C'est quel type de système? Vous m'entendez, j'espère? On vous entend. C'est quel type de système, s'il vous plaît? Oui, c'est un système temps réel. Pourquoi c'est un système temps réel? Parce qu'il doit répondre à une fonction en temps réel. Parce qu'on fait le traitement continuellement. Pardon? Parce qu'on fait le traitement continuellement, sans arrêt. Oui, parce que non, un système temps réel, on dit qu'un système est un système temps réel parce qu'il faut qu'il réponde. Donc, il faut qu'il réponde, il faut qu'il fasse des traitements dans les délais. D'accord? Donc, il est en train de mesurer le taux de glycémie et puis
il fait un certain traitement et il administre de l'insuline. Donc ça, c'est un système temps réel parce qu'il faut qu'il interagisse, il faut qu'il réagisse plutôt, il faut qu'il réagisse dans les délais. D'accord? On dit que c'est un système qui est un système réactif, embarqué, temps réel. Donc c'est un système à la fois réactif, c'est un système embarqué et c'est un système aussi temps réel. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est un système réactif, pourquoi il est embarqué, pourquoi il est dit temps réel. Un système réactif est un système qui réagit continuellement avec son environnement, avec un rythme imposé par l'environnement lui-même. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système qui réagit, d'accord, qui est en réaction, d'accord, avec son environnement, de manière continue. Donc, on a des périodes, par exemple, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Donc, je fais un prélèvement, donc je fais un certain traitement et il faut que je fasse une action par la suite. D'accord? Donc, je réagis, je suis en interaction avec mon environnement de manière continuelle. D'accord? C'est un système donc réactif, c'est un système qui réagit de manière continue avec son environnement. Il y a un rythme imposé par l'environnement. D'accord? Donc, il reçoit par l'intermédiaire de capteurs, donc l'appareil dispose de capteurs. Donc, pour mesurer le taux de glycémie qui est dans le sang du patient. Donc, il me faut un certain dispositif. Donc, il me faut quelque chose qui me permet de mesurer ce taux d'insuline, taux de glucose, la glycémie. D'accord? Donc, ce taux-là est mesuré à travers ce qu'on appelle des capteurs qui vont essayer de capter le taux de glycémie présent dans le sang du patient. Donc, le système reçoit par l'intermédiaire de capteurs, d'accord, des entrées provenant de l'environnement. D'accord? Donc, le taux de glycémie, c'est des entrées. D'accord? D'où est-ce que je ramène ce taux de glycémie? Du sang du patient. Donc, c'est l'environnement dans lequel on est. Donc, c'est l'environnement dans lequel on est. On prélève, on fait des prélèvements à l'aide de capteurs. Et ce système-là doit réagir aux entrées reçues par les capteurs, d'accord, en effectuant un certain nombre d'opérations. Donc, je reçois, donc j'ai des capteurs qui me permettent de recevoir certaines entrées, d'accord, et puis, je fais quoi? Ces entrées-là, je dois faire un certain nombre d'opérations à l'intérieur de l'appareil, d'accord, et je dois réagir, je dois faire des réactions, d'accord, en sortie, qui sont, grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle des actionneurs. Donc, on produit des sorties utilisables par l'environnement, qu'on appelle aussi commande ou bien réaction. D'accord? Donc, un système réactif, c'est quoi? C'est un système qui va interagir avec son environnement de manière continue. D'accord? Donc, je reçois, donc l'appareil, le système reçoit à l'aide de capteurs, ce qu'on appelle des capteurs, il va recevoir des entrées, d'accord? Appelées aussi stimuli, d'accord? Ces entrées-là, on peut les appeler aussi stimuli. Et puis, il réagit. Donc, le système doit réagir à ces stimuli en effectuant un certain nombre d'opérations. D'accord? Donc, je lis et selon ce que j'ai lu, je dois faire des réactions. Je dois réagir. Le système doit réagir. D'accord? Et produire un certain nombre d'actions grâce à ce qu'on appelle des actionneurs. Donc, la manière avec laquelle le système, l'appareil va interagir, va agir plutôt sur l'environnement. Donc,
il va agir, l'appareil donc va agir sur son environnement à l'aide de ce qu'on appelle des actionneurs. Donc les actionneurs, leur but c'est de permettre à l'appareil d'agir sur l'environnement. D'accord? Donc le capteur, il sert à avoir une information sur l'environnement de l'appareil. D'accord? Et puis les actionneurs servent à faire quoi? Servent à produire des actions sur l'environnement de l'appareil. D'accord? Des sorties utilisables par, donc il va donner, donc on va donner des sorties, donc on va produire des sorties qui sont utilisables par l'environnement. On appelle aussi des réactions ou bien des commandes. D'accord? Donc dans un système réactif, la validité d'une commande ne dépend pas uniquement de la validité de la valeur de son résultat, mais aussi de son instant de délivrance. Donc, le temps est très important pour un tel type de système. Donc, les exigences fonctionnelles et temporelles sont deux caractéristiques essentielles des systèmes réactifs. D'accord? Et puis, on a dit aussi que c'est un système temps réel. Un système temps réel est un système donc, qui est physiquement intégré à l'environnement qu'il contrôle et qui est soumis aux mêmes contraintes physiques, d'accord, que son environnement. D'accord? Donc, un système temps réel doit réagir, d'accord, doit donner des résultats à temps, doit produire des résultats à temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je vais faire un prélèvement à 8 heures du matin, je trouve que le taux de glycémie est, par exemple, de 4 grammes, d'accord? Donc le système doit réagir immédiatement à ce taux-là, donc doit immédiatement administrer de l'insuline. Donc, par exemple, on ne peut pas détecter un taux qui est de 4 grammes à 8 heures et réagir, par exemple, à midi. Non, ce n'est pas logique. D'accord? Donc, dès que je trouve un taux qui est anormal, donc je dois réagir dans les délais. D'accord? Je dois réagir le plus vite possible. Sinon, c'est la vie du patient qui sera en danger. D'accord? Donc, c'est un système temps réel. Pourquoi? Parce que le temps de réaction dans ce type de système est très important. Donc, il faut réagir le plus rapidement possible. D'accord? Donc, il doit interagir avec... Donc, c'est un système réactif qui interagit avec l'environnement, mais cette interaction-là doit être contraignée par le temps. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un système temps réel. Donc, la réaction du système doit se faire en respectant un certain délai. D'accord? Donc, je ne peux pas faire un prélèvement à 8 heures, le trouver à 4 grammes et administrer de l'insuline à 2 heures de l'après-midi. D'accord? Donc là, c'est un système temps réel qui doit réagir dans les temps. D'accord? Donc, je peux pas réagir, par exemple, 4 heures, 5 heures plus tard. D'accord? Aussi, donc, on a dit que c'était un système réactif parce qu'il interagit avec son environnement. Temps réel, donc, il doit réagir en respectant les contraintes temporelles. Et puis, il est aussi dit un système embarqué. Donc, lorsqu'un système est intégré, est physiquement intégré à son environnement, donc il est dans son environnement. Physiquement, il est dans l'environnement qu'il contrôle. Et lorsqu'il est soumis aux mêmes contraintes physiques que l'environnement, on dit que c'est un système embarqué. D'accord? Donc, un système embarqué, c'est quoi? C'est un système qui est intégré physiquement à son environnement. Donc, il subit les mêmes contraintes physiques que l'environnement dans lequel il se trouve.
Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un système embarqué. Par exemple, un système réel intégré dans un robot mobile, c'est un système embarqué aussi. D'accord? Maintenant, deuxième question. D'après le schéma général de fonctionnement et des détails donnés dans les figures 1 et 3, quelles sont, d'après vous, les fonctions à offrir à l'utilisateur final, ça veut dire le malade? Donc, on sait déjà, donc on nous a donné sur la figure 1, donc un schéma général de la pompe. La figure 3, on nous donne un certain nombre de... C'est un schéma plus détaillé, d'accord? Maintenant, si vous étiez, par exemple, responsable d'une boîte de développement, d'accord, et que vous voulez faire, donc j'ai un client, un diabétologue, par exemple, donc il veut développer cet appareil-là. Donc, il veut que vous développiez cet appareil. Alors, quelles sont les fonctionnalités que vous imaginez inclure dans ce type d'appareil? Notifier le malade concentré de glycémie. Pardon? Notifier quoi? Notifier le malade lorsque sa glycémie monte ou bien baisse au-dessus ou bien au-dessous d'un certain seuil. Oui. Donc déclencher par exemple des alarmes, d'accord, des notifications pour, par exemple, en cas où j'ai une hyperglycémie, d'accord, je ne peux pas juste notifier, mais plutôt le rôle de l'appareil, c'est d'administrer. Donc, lorsque j'ai une hyperglycémie, ça veut dire que le taux est élevé, et en dessous de 2 grammes, par exemple. D'accord? Donc, lorsque le taux de glycémie est en dessous de 2 grammes, le système, l'appareil, doit réagir, bien sûr. Donc là, vous me proposez de faire une notification au patient. Donc oui, on peut faire ça. On peut notifier le patient. Mais aussi, je dois réagir. D'accord? Donc, si je trouve un taux qui est à 4 grammes, par exemple, on doit réagir rapidement et administrer de l'insuline. D'accord? Parce qu'on peut pas se dire que c'est bon, on alarme le patient et c'est au patient de prendre les décisions qu'il faut. Donc là, il faut savoir que l'appareil est destiné à des diabétiques, pardon. Et ces diabétiques-là, ça peut être des enfants, ça peut être par exemple, des gens qui ont des difficultés à réagir, etc. D'accord? Donc là, il faut prendre en considération tout ça. Et c'est vrai, on peut notifier, on peut alarmer l'utilisateur lorsqu'il y a une hyperglycémie, mais on doit aussi réagir en administrant de l'insuline. D'accord? En cas d'hypoglycémie, là, c'est un autre problème. L'hypoglycémie, ça veut dire que le taux de glycémie est en dessous, par exemple, de 0,40. Lorsqu'il est en dessous, par exemple, de 0,40, là, il y a 0,70 normalement. 0,70, c'est en dessous de 0,70, donc il y a un état d'hypoglycémie. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'hypoglycémie? Administrer du sucre. L'appareil, bon, on peut pas mettre du sucre dans un appareil, du glucose par exemple dans un appareil. C'est pas vraiment. Donc on peut par exemple demander au malade de consommer un aliment sucré. Oui, donc avertir le malade. Pardon? Avertir le malade. Oui, il faut avertir le malade. Donc il faut déclencher une alarme
pour avertir le malade, parce que l'état d'hypoglycémie est aussi dangereux. C'est un état qui est dangereux. Mais là, le patient sera alarmé, donc on va déclencher une alarme, par exemple une alarme sonore, parce qu'en général, l'appareil est branché sur une partie du corps qui n'est pas, l'alarme, pardon, est placée sur une partie du corps qui n'est pas toujours visible, d'accord? Donc le fait d'afficher un message sur l'écran donc risque de ne pas être vu par le patient. D'accord, donc on essaye de déclencher à la fois une alarme sonore et un affichage. D'accord, mais parfois le patient, en déclenchant une alarme sonore, le patient est déjà dans un état, il est déjà inconscient. Donc même l'alarme sonore ne va pas vraiment présenter grand-chose pour ce patient-là. Donc on peut par exemple penser à faire des réactions, donc à programmer plusieurs réactions du système. Donc, par exemple, le système va réagir au cas où il trouve, donc on sait déjà on sait que le taux de glycémie, d'accord, lorsqu'il est entre 0,40 et 0,70, le patient généralement est encore conscient, d'accord, donc il peut réagir lui-même. Mais en dessous de 0,40, en général, le patient n'est plus conscient, d'accord? Donc, il perd conscience et là, dans ce cas-là, même si on déclenche une alarme sonore, on affiche ou là, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Dans ce cas-là, madame, on pourrait notifier le garde-malade du patient. Oui, très très bien. Donc, on peut par exemple notifier par exemple, le garde-malade, par exemple, la personne responsable du malade ou l'hôpital le plus proche, d'accord? Donc, on peut par exemple équiper aussi notre appareil d'un système GPS, d'accord? Afin d'appeler en cas de danger, d'accord, en cas d'hypoglycémie. Donc, on peut par exemple appeler carrément, déclencher un appel vers l'hôpital le plus proche, d'accord, et dire qu'une certaine personne se trouve dans un état critique. D'accord, donc là, on peut imaginer, donc vous voyez qu'on peut imaginer plusieurs fonctionnalités qu'on peut proposer au client s'il accepte de les inclure ou pas, dans l'appareil ou pas. D'accord? Donc là, je reviens sur les notifications à offrir aux patients. Donc là, en cas d'hypoglycémie, donc si le taux est entre 0,40 et 0,70, donc on déclenche un bip sonore, d'accord? Et en dessous de 0,40, on peut appeler, par exemple, la personne responsable du malade ou bien l'hôpital le plus proche, d'accord? Donc, ça dépendra des choix ensuite faits par les clients. D'accord? Donc, ça, c'est une fonctionnalité qu'on peut offrir aussi. Quelles sont les autres fonctionnalités? Donc, les fonctionnalités de base sont, bien sûr, la lecture et l'affichage de la glycémie. Donc, à chaque fois que je fais un prélèvement, quand je fais une mesure du taux de glycémie, donc il faut que je l'affiche aussi. Donc, j'ai un écran qui me permet d'afficher le taux de glycémie. Donc, à tout moment, le patient peut voir le taux de glycémie et l'heure du prélèvement. D'accord? Aussi, donc vous me proposez aussi une fonctionnalité qui est la plus basique qu'on peut trouver dans tous les appareils, c'est le bouton de mise en marche et d'arrêt. D'accord? Donc tout appareil doit être équipé d'un bouton qui permet de l'allumer et de l'éteindre. Mais ce bouton-là, il faut qu'il soit sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que l'appareil n'est pas destiné à être utilisé par
plusieurs types de personnes. Donc, donc peut être utilisé par des enfants, etc. Donc là, c'est pas un simple appui sur l'appareil ne doit pas permettre d'éteindre l'appareil. D'accord? On peut par exemple utiliser un code ou bien le fait d'appuyer par exemple un certain nombre de secondes pour que l'appareil soit éteint. D'accord? Donc, il faut que ce soit sécurisé. Pourquoi? Parce que l'appareil est destiné à plusieurs types de personnes, à des enfants par exemple. Et là, il faut que tout soit sécurisé. Pourquoi? Parce que c'est la vie humaine qui est en danger ici. C'est la vie humaine qui est en jeu. Donc, oui, on peut aussi utiliser l'empreinte digitale pour faire ça. D'accord? Donc, on peut utiliser l'empreinte digitale pour pouvoir éteindre ou allumer l'appareil. Aussi, aussi, vous me proposez quoi, la dernière... Je n'ai pas lu la dernière remarque. Afficher la quantité d'insuline dans l'appareil. Oui, afficher, oui, la quantité d'insuline, oui, très bien. Donc aussi, donc l'appareil, une fois qu'il soit utilisé par, oui, aussi, donc une fois qu'il soit utilisé par le patient, il faut toujours contrôler la quantité restante d'insuline dans les cartouches. Pourquoi? Parce que il faut pas arriver par exemple à un moment où le taux de glycémie est par exemple à 5 et qu'on n'a pas une quantité d'insuline suffisante pour injecter le patient. D'accord? Donc, il ne faut pas arriver à ça, c'est un risque. D'accord? C'est un risque qui peut affecter la vie du patient. Donc là, il faut installer un certain nombre de capteurs, d'accord, qui permettent de contrôler le taux d'insuline présent dans les cartouches. D'accord? Une fois ce taux-là, donc une fois la quantité d'insuline atteint un certain taux, d'accord? Donc, il faut alerter le patient, par exemple en déclenchant des bips sonores, d'accord? Pour que celui-ci puisse changer rapidement les cartouches. D'accord? Donc, je ne peux pas laisser le système. Donc, je ne peux pas laisser ce cas-là se produire et que le cas est que le patient se trouve à un taux de glycémie qui est très élevé et que l'appareil ne contient pas assez d'insuline pour injecter le patient. D'accord? Donc, il faut bien prendre en considération ce cas-là. Donc, il faut installer des capteurs qui permettent de mesurer le taux d'insuline présent dans le corps, le taux d'insuline présent dans les cartouches et alerter à chaque fois le patient, à chaque fois que ce taux-là atteint, la quantité atteint un certain taux. OK. Aussi, vous m'avez aussi dit qu'il est possible d'afficher un historique. Oui, c'est bien aussi, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Donc, on peut afficher l'historique. Par exemple, on fait des prélèvements de manière périodique. Donc, par exemple, ça dépendra du réglage par la suite. Donc, par exemple, toutes les 2 heures, 3 heures, ou toutes les 3 heures. Donc, on fait des prélèvements. L'historique de ces prélèvements, il est aussi utile de le garder. Donc, on garde cet historique-là. Pourquoi? Par exemple, une fois, après un mois, par exemple, donc, lorsque le malade a une consultation chez son diabétologue, donc, il suffit de brancher, donc, il suffit de voir l'historique pour détecter l'évolution de la maladie du patient. D'accord? C'est très intéressant d'avoir un historique. D'accord? Quoi encore? Surtout pour le médecin. Qu'est-ce que vous me proposez aussi?
Donc, on avait déjà dit que bon, le bouton de mise en marche et d'arrêt, d'accord, consultation de l'historique. Donc, on peut aussi donner des informations sur la quantité restante d'insuline. Aussi, l'état de la batterie donc, doit être aussi contrôlé, d'accord. Donc, on doit aussi, c'est le même principe qu'on a adopté pour les cartouches d'insuline, donc aussi sur l'état de la batterie. Donc, si on arrive à un certain niveau, lorsqu'on arrive à un certain niveau, donc on essaie de contrôler le niveau des batteries. Une fois que ce niveau-là atteigne une certaine quantité, donc il faut alerter le patient pour qu'il procède à un changement de batterie ou à un chargement de l'appareil. Ça dépendra du type d'appareil à la suite. Donc, il est aussi intéressant de suivre et de contrôler l'état de la batterie, d'accord, pour ne pas laisser le patient devant le cas où l'appareil s'éteint et le patient ne le sait pas, d'accord. Donc, on éteint l'appareil et l'appareil s'éteint parce que défaut de batterie et le patient ne le sait pas, d'accord. Donc, il faut toujours alerter le patient et pour la quantité d'insuline restante et pour la quantité d'énergie restante aussi, d'accord. Donc, les alertes peuvent être de différents types. Par exemple, on peut faire des vibrations, d'accord, des bips sonores, d'accord. Donc, tout cela doit être pris en considération. Oui, on doit aussi inclure cette fonctionnalité qui est le changement de la cartouche d'insuline, parce que, bien sûr, une fois que la cartouche se termine, il faut bien la changer. Très bien. Aussi, on peut aussi proposer le fait de vider la mémoire. D'accord. Par exemple, après une consultation chez son médecin, donc pour ne pas avoir un appareil qui est saturé, donc le médecin peut procéder au vidage de la mémoire, peut vider la mémoire. Aussi, aussi on sait que cette maladie qui est le diabète, donc pour chaque diabétique, pour chaque malade, donc il y a un schéma spécifique de traitement, d'accord. Donc à chaque malade, on associe un schéma spécifique de traitement, d'accord. Et ce schéma-là est fait par qui? Par le médecin. C'est le médecin qui décide du schéma de traitement de chaque malade. D'accord. Donc, il faut que l'appareil soit réglé pour chaque cas. Donc, il faut que le réglage soit fait selon le cas du diabétique. D'accord. Donc, on doit permettre aux médecins, d'accord, parce que les médecins aussi sont des utilisateurs de l'appareil. Donc, on doit leur permettre de pouvoir régler l'appareil selon le schéma de traitement adéquat. D'accord. Donc, pour chaque patient, donc le médecin doit établir un schéma de traitement et régler l'appareil selon ce schéma-là. D'accord. Donc, on doit permettre au médecin de régler l'appareil, mais le réglage lui-même, il faut qu'il soit sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit qu'il est possible d'avoir comme utilisateur des enfants. Et donc on peut pas, c'est pas un simple bouton qui va permettre de régler l'appareil. D'accord? Donc pour cela, donc le réglage doit être sécurisé. Par exemple, par empreinte digitale ou bien par un certain code, etc. D'accord? Donc, on doit permettre au médecin de régler l'appareil et le réglage doit être sécurisé. OK? Aussi, on peut aussi rencontrer un autre problème. Par exemple, mon appareil
est réglé, est programmé pour qu'il fasse des prélèvements toutes les 3 heures. D'accord? C'est le réglage effectué par le médecin. C'est que le prélèvement se fait, parce qu'on sait que le prélèvement doit se faire périodiquement. Donc, cette période doit être définie par qui? Par le médecin. Donc, le médecin, par exemple, décide de faire des prélèvements toutes les 3 heures. D'accord? Imaginons, par exemple, ce cas-là. C'est que le patient, le malade, donc, il a fait un prélèvement à 8 heures. Donc, il a trouvé que son taux de glycémie est à 1,30. D'accord? À 8 heures. À 8 heures du matin. Puis, il a décidé de faire du sport. D'accord? Donc, il a fait plusieurs exercices. Et donc, le prochain prélèvement est programmé à 11 heures. Parce que c'est toutes les 3 heures. Donc, il est possible qu'après un effort physique, qui est le fait de faire du sport, le taux de glycémie baisse. Donc, j'aurai un état d'hypoglycémie. D'accord? Je peux avoir cet état-là, par exemple, à 10 heures. D'accord? Alors que le prélèvement est prévu à 11 heures. Comment? Donc, ça va être un danger. Ça va être un risque, d'accord, dans lequel on peut être dans ce risque-là. C'est un problème qu'on peut rencontrer. Je répète. Donc, le prélèvement a été fait à 8 heures du matin, à 8h30. Donc, on a trouvé qu'il était à 1,30. Et à 8h30, le patient décide de faire une activité physique donnée. Et cette activité-là donc, a engendré une hypoglycémie. Et une hypoglycémie. Et le prochain prélèvement est programmé normalement à 11h, pardon. Comment il faut gérer ce risque-là? Comment prévoir la gestion de ce risque? Prendre en compte les activités physiques. Comment je peux prendre en compte les activités physiques? La tension artérielle. On calcule la tension artérielle ou bien le nombre de pulsations du cœur. Lorsqu'il dépasse un certain seuil, on fait un prélèvement. Même si on n'a pas encore atteint les 3 heures. Oui. Donc, il faut être flexible sur cette période de prélèvement. Donc, on peut, par exemple, mesurer les battements du patient, d'accord? Et dès qu'on trouve les battements donc, atteignent un certain nombre, donc on déclenche un prélèvement. Comme aussi, on peut, par exemple, permettre aux patients de faire un prélèvement de manière manuelle. Donc, on peut inclure un bouton qui permet de faire un prélèvement, d'accord, hors la période qui a été spécifiée par le médecin, d'accord. Donc, je fais une activité physique, d'accord, je peux appuyer sur un bouton donné pour faire un prélèvement instantané, d'accord, pour faire un prélèvement à cet instant-là, parce que je ne me sens pas bien, donc j'essaie de faire un prélèvement. J'attends pas que les 3 heures s'écoulent pour que je puisse faire le prélèvement. D'accord? Donc, je peux inclure un bouton. Donc, je ne dis pas que je mesure la tension bien, parce que ça va être des composants que je dois ajouter et ça peut coûter de l'argent. D'accord? Donc, je peux proposer cette solution, d'accord, qui est le fait d'inclure de nouveaux dispositifs, d'accord,
donc ça va augmenter le coût de l'appareil. Si le client est d'accord, donc je peux directement donc inclure les composants qui me permettent de mesurer la tension artérielle, etc. Mais si le client dit non, je n'ai pas le budget qu'il faut, donc je peux ajouter un bouton, d'accord, ça va être moins cher. Donc je peux ajouter un bouton qui va permettre au patient de mesurer le taux de glycémie au moment voulu. Donc, dès que le patient veut mesurer son taux de glycémie, donc il peut directement appuyer sur ce bouton-là. D'accord? OK. Donc, j'essaie de récapituler sur ce point. Donc, on a dit commande de mise en marche et d'arrêt, réglage du doseur d'insuline et du type d'insuline, consultation d'historique, des prélèvements, des dosages. On peut aussi proposer un vidage de la mémoire, des informations sur la quantité d'insuline restante et des informations sur l'état de la batterie, la possibilité de faire un prélèvement manuel. Donc, les fonctionnalités essentielles qu'on peut offrir, qu'on peut proposer aux clients. D'accord. Maintenant, la question suivante. En termes de risques, donner les risques majeurs qui pourraient mettre en péril la sécurité ou la vie du diabétique en justifiant. Les interférences des champs électromagnétiques avec l'appareil. Oui, c'est possible. Aussi, mais en général, ce type d'appareil est suffisamment sécurisé pour qu'il ne soit pas, affecté par ce type de signaux. D'accord? En général, c'est vraiment sécurisé. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est très critique. On dit aussi que c'est un système critique parce que c'est la vie du patient qui est en danger. Mais si on ne prend pas en considération ça, oui. Le risque d'interférence, donc s'il y a des interférences, donc il y a un déréglage de l'appareil et la vie du patient peut aussi être en danger. Quoi encore? Madame, l'alerte peut ne pas fonctionner dans le cas de l'hypoglycémie. Pardon? L'alarme peut ne pas fonctionner dans le cas de l'hypoglycémie. Oui, par exemple, s'il y a des hypoglycémies, par exemple, oui, on peut avoir un dysfonctionnement du système d'alarme, d'accord? Par exemple, le microphone ne fonctionne pas pour produire des pipes, par exemple. Et là, donc il y a un dysfonctionnement, ce qu'on appelle un dysfonctionnement sur le matériel, d'accord? La dernière remarque, je n'ai pas lu. Oui, difficile à utiliser par les personnes âgées. En général, il est destiné à être utilisé par les personnes âgées. Donc, donc le système lorsqu'on développe ce type de système, on doit prendre en considération qu'il est utilisé essentiellement par les personnes âgées. Et là, d'accord, donc si on ne prend pas en considération ça, d'accord, si on ne prend pas en considération les utilisateurs, la nature des utilisateurs du système, de ce type de système, donc on risque de ne pas satisfaire cette tranche de patients. L'appareil n'alerte pas? Madame, la réaction du système doit être rapide lors des prélèvements. Oui,
Bien sûr, c'est un système temps réel. Donc, la réaction du système doit être très rapide, d'accord? Si la réaction du système n'est pas assez rapide, d'accord? Pourquoi elle n'est pas assez rapide? Parce que l'algorithme de calcul, donc, n'a pas été implémenté de manière correcte et en respectant les temps de réaction maximales. Donc lorsqu'on a implémenté l'algorithme, donc on n'a pas respecté cette contrainte-là, qui est le temps, d'accord? Donc, le temps de réaction est une contrainte qui est très importante dans ce type de système. Donc, les développeurs n'ont pas pris en considération ce problème-là, ce critère-là. Et là, on risque d'avoir un système qui ne va pas réagir dans les temps et la vie du patient va être en danger. D'accord? Aussi, donc, pour résumer, donc, les risques peuvent être de deux types. C'est soit des risques matériels ou bien des risques logiciels. Donc, les risques matériels peuvent, par exemple, être dans un dysfonctionnement d'un certain composant donné. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'usure d'un composant donné. D'accord? Donc, par exemple, le capteur qui permet de surveiller l'état de la cartouche d'insuline, donc, est en dysfonctionnement. D'accord? Et là, donc, on peut avoir une cartouche complètement vidée, d'accord, ou inférieure à la quantité inférieure autorisée. D'accord? Donc, la cartouche peut être complètement vidée et l'utilisateur, le patient, n'est pas alerté. Pourquoi? Parce que le capteur lui-même est en dysfonctionnement et là, c'est un risque. Donc, l'utilisateur se croit être administré d'insuline. Donc, il se croit que son taux de glycémie est surveillé alors qu'il atteint, par exemple, les 5 grammes et que le système ne l'informe pas qu'il n'y a plus d'insuline. Et là, c'est la vie du patient qui sera en danger. D'accord? Donc, c'est concernant les dysfonctionnements matériels. Aussi, il y a comme le capteur branché sur la cartouche peut être en dysfonctionnement, aussi le capteur permettant de surveiller l'état de la batterie. Aussi, donc si ce capteur-là est en dysfonctionnement, donc on risque que l'appareil soit éteint déjà, d'accord, depuis un jour ou deux, d'accord. Donc le patient n'est pas informé, d'accord, et là c'est sa vie qui est en danger, d'accord. D'accord. Donc c'est par exemple c'est pour les risques causés par des problèmes matériels. Aussi, il y a des risques qui sont causés par des problèmes logiciels. Par exemple, que l'algorithme lui-même n'est pas implémenté de manière correcte. D'accord? On ne prend pas en considération que ce système-là est un système critique temps réel. Un système critique, c'est un système qui peut mettre en danger la vie des patients. D'accord? Et là, ce type de système, ce type de système doit être développé avec beaucoup de rigueur. D'accord? Et on doit faire beaucoup de tests sur ce type de système. Parce que c'est la vie humaine qui sera en danger. D'accord? Et donc pour développer un tel système, donc l'algorithme doit être implémenté avec correction, en respectant bien sûr les temps. Donc, en adoptant des procédures formelles pour développer un tel système. Donc, si on ne fait pas ça, donc on risque d'avoir un système avec des bugs, avec des temps de réaction qui ne sont pas acceptables
Et là, c'est la vie humaine qui sera en danger. D'accord? Donc, ce type de système embarqué temps réel, donc, doivent être développés avec beaucoup de soin parce que c'est la vie humaine qui est en jeu. D'accord? Donc, il faut faire beaucoup de tests, et c'est des systèmes qui ne doivent jamais faillir. On dit que c'est ces types de systèmes qui ne doivent jamais faillir. Ça veut dire quoi, jamais faillir? Ça veut dire qu'il faut toujours donner des résultats justes, pertinents, et ce, dans les délais attendus par les utilisateurs. D'accord? Donc, les utilisateurs doivent avoir des résultats qui sont justes, pertinents et dans les délais. D'accord? Pour s'assurer que la vie du patient ne sera pas en danger. D'accord? C'est ça un système critique. Ça veut dire un système critique. Donc, je reviens à la question précédente. Donc là, c'est un système, on a dit que c'est un système réactif, c'est un système embarqué, temps réel. Aussi, c'est un système critique. Parce que, pourquoi critique? Parce qu'il ne doit jamais faillir. Il ne doit jamais faillir, ça veut dire qu'il ne doit jamais donner de mauvais résultats. Il ne doit jamais donner des résultats faux. D'accord? Donc, il doit toujours donner des résultats justes, pertinents et en respectant les délais attendus par les utilisateurs. OK, c'est clair? Est-ce que c'est clair? OK, très bien. Alors, la question suivante n'a pas été encore traitée en cours, d'accord, pour les modèles de cycle de vie. Donc, on va essayer de traiter les modèles de cycle de vie demain, Inch'Allah. Et puis, la 5e question, à quel domaine d'expérience peut-on faire appel pour la compréhension, la conception, puis la préparation de l'algorithme de contrôle? Donc, bien sûr, pour pouvoir développer un système donné, d'accord, il faut comprendre les besoins du client. Il faut bien comprendre les besoins du client. Il faut bien comprendre ce qui est attendu, d'accord, pour qu'ensuite on puisse développer un système qui est conforme aux besoins du client. Alors, pour la compréhension, d'accord, du domaine, donc on doit consulter qui? Comme vous l'avez dit précédemment, un diabétologue. Oui, il faut bien des médecins, des diabétologues précisément, d'accord, qui nous permettent de comprendre les besoins, de comprendre le domaine, les besoins, pour, bien sûr, il faut bien maîtriser les besoins pour qu'on puisse par la suite développer un système qui réponde à ces besoins. D'accord? Maintenant, pour la conception du système, qu'est-ce qu'il faut faire? Les experts en software pour réaliser le logiciel et les experts en hardware pour réaliser la machine, le matériel, l'appareil. Ouais. Très bien. Donc, l'appareil est essentiellement composé de deux parties. C'est la partie hard et la partie soft. Donc, ce sont des parties qui sont très liées, d'accord? Et on appelle donc pour concevoir la partie hard, d'accord? On fait appel à des spécialistes en hardware design. C'est des électroniciens en général, d'accord, qui vont réaliser la partie matérielle de la pompe, d'accord? Et puis, pour réaliser la partie soft, d'accord, la partie logicielle, donc il faut faire appel à des experts en software design qui vont réaliser à la fois le logiciel et l'interface utilisateur. D'accord? Donc, je répète, donc pour la compréhension, on fait appel à des diabétologues. Pour la compréhension de l'environnement, des besoins, etc., on doit faire appel à des diabétologues.
pour la conception matérielle, et la réalisation matérielle, on doit faire appel à des spécialistes en hardware design qui sont des électroniciens. D'accord? Et puis, pour réaliser la partie logicielle, on fait appel à des spécialistes en software design. D'accord? C'est en général des informaticiens qui vont prendre en charge la réalisation du logiciel et de l'interface. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Très bien. Alors, c'est ça, c'était le dernier exercice de la série, c'est ça? On a traité tous les exercices. Oui. Très bien. Donc, demain, Inch'Allah, on va expliquer la deuxième question du 5e exercice. 5e exercice. Oui, s'il vous plaît. Une seconde. 5e exercice, c'était. Il parlait de quoi? C'est l'exercice de maintenance. C'est l'exercice de... Oui, madame, la deuxième question. Oui, selon vous, que représente le pourcentage associé à chaque type de maintenance? Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, c'est les pourcentages. C'est une étude qui a été faite, d'accord, sur... Le schéma, c'est quoi? Représente quoi? Représente une étude qui a été faite sur les différentes maintenances entreprises par les développeurs à travers plusieurs années. D'accord? Donc, les chercheurs ont pris plusieurs logiciels, d'accord? Plusieurs grands logiciels, d'accord? Ils ont fait une étude sur les types de maintenance entrepris sur ces logiciels-là. D'accord? Donc, d'après cette étude-là, ils ont remarqué que donc, sur tous ces logiciels-là, il y a différents types de maintenance qui ont été réalisés. D'accord? Donc, pour les maintenances réalisées sur ces logiciels-là, donc, ils ont fait une étude sur la typologie de ces maintenances-là. Donc, ils ont trouvé que 50% des maintenances qui ont été effectuées sont des maintenances perfectives. D'accord? Ils ont trouvé aussi que 25% des maintenances sont des maintenances adaptatives. Ils ont trouvé aussi que 21% des maintenances sont des maintenances correctives et 4% seulement sont des maintenances préventives. D'accord? Ces pourcentages, donc, représentent quoi? Représentent la distribution des maintenances, c'est la distribution des différents types de maintenance qui ont été entreprises sur différents types de logiciels, sur plusieurs logiciels. D'accord? C'est compris ou non? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Donc, on essaie toujours, donc 50%, c'est pourquoi 50% perfectif? Parce qu'on essaie toujours de perfectionner notre logiciel afin qu'il reste toujours compétitif, qu'il reste toujours sur le marché. D'accord? Adaptatif, pourquoi? Parce qu'on fait des adaptations parce qu'il y a un environnement qui change, etc. Correctif, parce qu'il n'y a pas un logiciel parfait. Il n'y a pas un logiciel où il n'y a qu'un des erreurs. Donc, dès qu'on rencontre des erreurs, dès qu'on détecte des bugs, on doit les corriger. D'accord? Et puis, 4% des maintenances, pardon, ce sont des maintenances préventives. Pourquoi? Parce qu'elles coûtent cher. D'accord? Et elles ne sont pas sûres parce qu'on traite des problèmes qui ne sont pas encore là. Donc, c'est des problèmes qui peuvent survenir.
Donc, on essaie de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent survenir. Donc, c'est en général les gens qui sont dans le domaine du logiciel évitent de procéder à ce type de maintenance parce qu'elle coûte cher. D'accord? Donc, on préfère toujours que les efforts soient concentrés sur la maintenance perfective, préventive et adaptative. Perfective on essaie de perfectionner au lieu de prévenir des problèmes qui peuvent ne pas survenir. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette série? On a la question qui reste, le dernier exercice, on la traitera après, d'accord? Après avoir vu les modèles de cycle de vie en cours. D'autres questions? Non? Ok, donc je préfère m'arrêter ici. Demain, Inch'Allah, à 11h20, vous aurez votre cours, Inch'Allah. Sur ce, donc, je m'arrête et à demain, Inch'Allah. Merci à vous. Oui, je vais vous envoyer tout de suite le corrigé, ok. Tout de suite.